C'est le scénario catastrophe que tout le monde redoutait en coulisses, mais que personne, absolument personne, n'osait imaginer si tôt. Le duo inséparable, le binôme en béton armé qui a terrassé l'ancien régime et fait trembler les certitudes de toute l'Afrique de l'Ouest, est en train de s'effondrer sous nos yeux. Entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, la lune de miel est terminée. Ce n'est plus une simple rumeur de couloir, ce n'est plus une divergence passagère, la rupture est totale, consommée, irréversible. Le cœur de l'État sénégalais vient d'entrer dans la zone de turbulence la plus violente de son histoire moderne, et les secousses s'annoncent si puissantes qu'elles menacent de tout emporter sur leur passage l'économie, les institutions, et l'espoir de millions de citoyens. Ne commettez pas l'erreur de zapper. Restez scotchés à cette vidéo jusqu'à la dernière seconde, car ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui va bien au-delà des apparences. Les coulisses de cette guerre des chefs, les trahisons feutrées dans les bureaux du palais, et les dossiers brûlants qui ont mis le feu aux poudres. Tout va vous prouver une chose terrifiante, aujourd'hui, le Sénégal joue son avenir et sa stabilité sur un coup de dés politique ultra dangereux. Voici comment le rêve de la rupture a basculé en cauchemar. Pour comprendre le séisme qui secoue le Sénégal aujourd'hui, il faut revenir à la genèse d'un mythe. Il y a encore peu de temps, l'alliance entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye était présentée comme le modèle absolu de la fraternité politique. Une fusion parfaite. Souvenez-vous de ce slogan qui résonnait dans tout le pays et sur les réseaux sociaux, Diomaye Moy Sonko, Sonko Moy Diomaye. Deux corps, un seul esprit, une seule et unique vision pour le pays. C'était une promesse inédite, presque magique, un leader charismatique, empêché de se présenter, qui propulse son lieutenant le plus fidèle au sommet de l'État, sans l'ombre d'une jalousie, pour porter ensemble un projet de rupture historique. Les urnes ont validé ce rêve. Le peuple y a cru, balayant l'ancien régime d'un revers de main. Mais la réalité du pouvoir n'a que faire des récits romantiques. L'exercice de l'autorité suprême obéit à des lois de fer, des lois physiques et institutionnelles qui n'acceptent aucun compromis. Et la première de ces lois est implacable, dans une république, le pouvoir ne se partage pas. Il ne s'exerce pas à deux. Dès que les portes dorées du palais présidentiel se sont refermées sur eux, le vernis a commencé à craquer. Les théories séduisantes de la campagne électorale ont été percutées de plein fouet par la dureté des arbitrages économiques, la pression des partenaires internationaux, et surtout, par l'inévitable choc des égos. Ce qui devait être une transition pacifique et unie s'est transformé, en coulisses, en un duel psychologique et politique d'une violence inouïe. Les masques tombent, les sourires de façade s'effacent, et la réalité éclate au grand jour, le sommet de l'État est devenu un ring de boxe. Alors, comment ce tandem que l'on pensait indestructible a-t-il pu se fissurer si vite? Comment la confiance a-t-elle laissé place aux suspicions de trahison? Qui, de la primature ou de la présidence, détient réellement les clés de la décision? Installez-vous confortablement. Nous allons plonger ensemble, point par point, dans les secrets les mieux gardés de cette tempête politique, pour comprendre comment le sommet du pouvoir est devenu le lieu de toutes les fractures. Pour analyser ce séisme qui ébranle les fondations de l'État, il faut regarder la réalité en face et décortiquer ce que j'appelle le choc des rôles. C'est le péché originel de cette gouvernance, une anomalie institutionnelle totalement inédite qui portait en elle les germes de la discorde dès le premier jour, et qui a fini par transformer le sommet de l'exécutif en une véritable poudrière. Dans n'importe quelle république inspirée du modèle présidentiel, et particulièrement au Sénégal, les règles du jeu sont limpides, écrites noir sur blanc dans la Constitution, il n'y a qu'un seul et unique patron. C'est le président de la République. Il est le chef de l'État, le chef suprême des armées, le gardien de la Constitution, et c'est lui et lui seul qui incarne la légitimité suprême issue du suffrage universel direct. C'est à lui que le peuple a confié un mandat. C'est la théorie constitutionnelle, et c'est le rôle dévolu à Bassirou Diomaye Faye. Mais dans la pratique, la réalité politique et psychologique de ce pouvoir est totalement inversée. L'homme fort, l'icône incontestée du mouvement, le leader charismatique qui a soulevé la jeunesse, bravé les tempêtes judiciaires et théorisé le projet de rupture, c'est Ousmane Sonko. Aux yeux de la base militante, de la rue, et même d'une grande partie des membres du gouvernement, le véritable guide spirituel, idéologique et politique du projet occupe le poste de Premier ministre. Dès lors, la cohabitation au sommet de l'État est devenue un exercice de haute voltige, pour ne pas dire un piège politique absolu. Comment voulez-vous qu'un équilibre institutionnel tienne lorsque le chef hiérarchique sur le papier est, dans la réalité du parti et des cœurs, le lieutenant de son subordonné?
Comment manager un gouvernement quand le numéro 2 possède une autorité morale et politique infiniment supérieure à celle du numéro 1? Dès les premières semaines de gouvernance, ce déséquilibre flagrant a créé des frictions permanentes. D'un côté, on a vu un Ousmane Sonko hyperactif, ultramédiatique, occupant l'espace public de manière presque hégémonique. Fidèle à son style d'opposant et de tribun, il a continué à donner des conférences de presse fleuve, à fixer publiquement des lignes rouges, à tenser les partenaires extérieurs et à annoncer de grandes orientations stratégiques directement depuis la primature. Pour tous les observateurs, nationaux comme internationaux, le message subliminal était limpide, le véritable pilote dans l'avion, le tempo du pays, c'est lui qui le donne. Mais de l'autre côté de la cour, au palais présidentiel, cette omniprésence est rapidement devenue étouffante. Bassirou Diomaye Faye s'est retrouvé piégé face à un dilemme existentiel pour la survie même de son mandat et de sa crédibilité historique. Comment asseoir son autorité légitime sans passer pour un président sous tutelle? Comment présider avec dignité quand chaque grande sortie de votre Premier ministre donne l'impression de vous dicter votre conduite, de vous court-circuiter ou de reléguer l'institution présidentielle au second plan? C'est là que le piège de l'histoire s'est refermé. La fonction présidentielle exige de la hauteur, du secret, de la diplomatie et de l'arbitrage. La fonction de Premier ministre exige de l'exécution, de la rigueur technique et de la gestion de terrain. En inversant la hiérarchie charismatique au profit de la primature, le pouvoir a donné naissance à un monstre institutionnel à deux têtes. Et l'histoire politique universelle nous a enseigné une leçon implacable: un gouvernement qui marche avec deux têtes pensantes qui revendiquent simultanément le gouvernail finit toujours par s'auto-saboter. Ce choc des rôles a sournoisement rongé les fondations du pouvoir, transformant ce qui devait être une amitié légendaire en une rivalité institutionnelle totalement inévitable. Pour comprendre à quel point la situation est devenue critique, il faut s'éloigner des caméras de télévision et plonger dans l'ombre. Derrière les poignées de main officielles et les communiqués lisses du Conseil des ministres, une guerre invisible s'est installée dans les couloirs du pouvoir, la guerre des cabinets. Et cette guerre-là, elle est souvent bien plus destructrice que les déclarations publiques, car elle ronge le pouvoir de l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme politique n'agit jamais seul. Il est entouré, conseillé, poussé par un entourage de l'ombre qui défend ses propres intérêts et sa propre vision. Au sommet de l'État, deux blocs idéologiques que tout oppose se font désormais face, transformant l'appareil gouvernemental en un véritable champ de bataille feutré où chaque nomination et chaque rapport d'audit devient une munition. D'un côté, autour d'Ousmane Sonko à la primature, on trouve le noyau dur, les gardiens du temple du PASTEF. Ce sont les idéologues de la première heure, les fidèles parmi les fidèles, ceux qui ont partagé les années de braise, la répression féroce et les cellules de prison. Pour ce premier bloc, la victoire électorale de 2024 n'était pas une fin en soi, mais le début d'une révolution souverainiste et panafricaine. Ils réclament ce qu'ils appellent la « rupture intégrale », un nettoyage de fond en comble de l'administration pour en chasser les derniers restes de l'ancien régime, et une posture de confrontation directe avec les partenaires économiques traditionnels. Pour eux, chaque compromis est une trahison envers les martyrs de leur cause. Mais de l'autre côté de la cour, au palais de la République, autour du président Bassirou Diomaye Faye, le décor est radicalement différent. Le chef de l'État s'est progressivement entouré d'une technocratie pragmatique et a relancé sa propre dynamique à travers la coalition Diomaye président. Ce second bloc est confronté à la dure réalité des chiffres et à la gestion quotidienne d'un pays financièrement asphyxié. Les rapports d'audit ont révélé une dette réelle bien plus lourde que prévu, frôlant les 120% du PIB, ce qui a gelé les programmes d'aide du FMI. Pour les conseillers du président, l'urgence n'est plus à la rhétorique révolutionnaire, mais à la survie budgétaire. Ils prônent la diplomatie, le dialogue avec les bailleurs de fonds et la stabilité pour rassurer les marchés. Le point de rupture psychologique s'est joué précisément là, dans cette fracture idéologique profonde entre la gestion et la rupture. À chaque fois qu'un dossier sensible arrive sur la table, les deux cabinets s'affrontent. Diomaye Faye a commencé à grignoter méthodiquement l'influence du PASTEF en plaçant ses propres hommes aux postes régaliens et de haute administration. Les conseillers de la primature ont immédiatement crié au scandale, accusant l'entourage du président de se faire avaler par le système et de recycler les anciennes pratiques. En face, les hommes du président ont commencé à fustiger l'amateurisme et le populisme de la primature, estimant que les discours de Sonko mettaient en péril la signature internationale du pays. Le drame de cette guerre invisible, le voici: au lieu de coopérer, les deux têtes de l'exécutif ont passé des mois à se surveiller et à se court-circuiter. Ousmane Sonko a tenté de verrouiller l'action des ministères en imposant la pureté doctrinale du parti,
tandis que la présidence s'est cabrée, bloquant les décrets de la primature pour réaffirmer la verticalité absolue du pouvoir présidentiel. Cette méfiance réciproque a fini par paralyser l'ensemble de l'appareil d'État. Les notes secrètes divulguées dans la presse et les guerres d'influence pour le contrôle des services de renseignement ont fini par briser définitivement le pacte de confiance qui unissait les deux hommes. Ce ne sont plus deux alliés qui gouvernent, ce sont deux états-majors retranchés qui s'observent, le doigt sur la gâchette politique, préparant déjà la guerre ouverte pour le leadership du pays. Nous arrivons maintenant au véritable point de non-retour, le moment de bascule où les tensions feutrées des bureaux dorés volent en éclats. Une guerre froide de cabinet, des rivalités d'entourage, cela peut couver dans l'ombre pendant des mois. Mais en politique, il y a une loi immuable, la réalité des faits finit toujours par imposer une clarification brute. Il y a toujours une étincelle qui met le feu aux poudres. Pour le tandem Diomé-Sonko, cette étincelle a porté un nom bien précis, l'épreuve des grands arbitrages économiques et la gestion de la signature internationale du Sénégal. Pendant les années d'opposition et tout au long de la campagne électorale, les promesses semblaient simples, presque évidentes. Il s'agissait de brandir la souveraineté nationale comme un bouclier et de promettre au peuple la renégociation immédiate, agressive et sans concession de tous les contrats miniers, gaziers et pétroliers signés par l'ancien régime. C'était le cœur de la doctrine de rupture d'Ousmane Sonko. Et c'est cette doctrine que, depuis son installation à la primature, le Premier ministre a voulu appliquer de manière frontale et spectaculaire. Pour lui, il fallait frapper fort, tout de suite, quitte à bousculer les conventions, pour envoyer un signal clair à la base radicale, le système était à terre. Sauf que cette méthode de bulldozer s'est heurtée de plein fouet à un mur invisible mais destructeur, la réalité financière de l'État. Derrière son bureau présidentiel, Bassirou Diomaye Faye a vu la réalité du pouvoir le rattraper à une vitesse folle. Les rapports d'alerte de la haute administration se sont accumulés sur sa table. Les agences de notation internationale qui menacent de dégrader la note du Sénégal, les investisseurs étrangers qui gèlent instantanément leurs capitaux par peur d'une insécurité juridique, et surtout, les institutions comme le FMI ou la Banque mondiale qui posent des conditions strictes pour débloquer les financements vitaux dont le pays a cruellement besoin pour boucler son budget. Pour le président, le calcul est devenu purement comptable et pragmatique, une rupture trop théâtrale et unilatérale risquait d'asphyxier financièrement le Sénégal en l'espace de quelques mois, provoquant une crise sociale majeure. Le jour du grand arbitrage sur ces dossiers hautement stratégiques, le conflit larvé s'est transformé en un bras de fer personnel d'une violence inouïe. Là où Ousmane Sonko exigeait une posture de confrontation idéologique et des ruptures de contrats unilatérales pour marquer l'histoire, le président Faye a choisi la voie du réalisme d'État, la négociation feutrée, progressive, et le respect des engagements internationaux pour préserver la crédibilité économique du pays. Pour la toute première fois depuis la création de leur mouvement, le rideau s'est déchiré. Le président a dit « non » à son Premier ministre. Et il l'a dit avec toute la verticalité que lui confère sa charge. Ce refus a agi comme un véritable cataclysme psychologique entre les deux hommes. Pour Ousmane Sonko, ce choix de la modération a été vécu comme un terrible aveu de faiblesse, voire comme le premier pas vers un reniement total des idéaux pour lesquels tant de militants s'étaient sacrifiés. Il y a vu la main invisible des technocrates et des puissances étrangères manipuler son ancien lieutenant. Pour Bassirou Diomaye Faye, en revanche, cet arbitrage a été son véritable baptême du feu, son acte d'indépendance obligatoire. Il fallait qu'il montre à la face du monde, de l'administration et de l'armée qu'il n'était pas un président par procuration ou un homme de paille, mais le seul et unique détenteur du pouvoir exécutif au Sénégal. L'étincelle a pris, et le feu a tout ravagé. Ce jour-là, la divergence politique s'est muée en une fracture personnelle profonde et irréparable. Le mythe fusionnel du duo s'est définitivement éteint, laissant place à la plus brute des réalités, deux hommes d'État, au sommet d'une même pyramide, qui ne partagent plus la même boussole pour guider le pays. Une fois que le feu est allumé au sommet de l'État, la déflagration ne reste pas confinée dans les bureaux du palais. Elle se propage à une vitesse phénoménale à travers tout l'appareil politique, du sommet de la pyramide jusqu'au dernier des militants de base. Et c'est là que nous touchons au cœur du réacteur, le parti face au dilemme absolu de la division. Pour comprendre la violence de la tempête, il faut réaliser dans quel état de schizophrénie totale cette rupture plonge la majorité présidentielle. Le PASTEF et ses alliés ne se sont pas construits comme un parti politique traditionnel, fondé sur de simples alliances de circonstances. Non, ce mouvement s'est forgé dans la douleur, comme un bloc monolithique soudé par une foi quasi religieuse en un projet et en un homme. Mais aujourd'hui, la réalité du pouvoir fait éclater ce bloc.
Les députés, les ministres, les directeurs généraux et les militants se retrouvent face à un choix cornélien, une question taboue mais inévitable: qui devez-vous suivre quand les deux têtes de votre famille politique se séparent? D'un côté, il y a la légitimité du cœur, de l'histoire et des tripes, Ousmane Sonko. Pour la base dure, il est l'alpha et l'oméga du projet. Il est le fondateur, l'icône intouchable, celui pour qui les militants ont bravé les lacrymogènes, risqué leur vie dans la rue et enduré les cellules de prison. Choisir Sonko, pour un cadre du parti, c'est rester fidèle à la doctrine pure, c'est s'assurer la sympathie des cercles militants les plus actifs et s'éviter le lynchage numérique des réseaux sociaux. Mais c'est aussi faire un choix extrêmement dangereux, entrer en rébellion ouverte contre l'État, saboter le gouvernement de son propre camp et s'exposer à une exclusion immédiate des sphères de décision. De l'autre côté, il y a la légitimité des urnes, des institutions et de la Constitution, le président Bassirou Diomaye Faye. C'est lui que le peuple sénégalais a constitutionnellement élu. C'est lui qui signe les décrets, lui qui nomme aux postes civils et militaires, lui qui détient les budgets, les cordons de la bourse et la force publique. Choisir le président, c'est faire le choix de la responsabilité, de la stabilité institutionnelle et de la survie politique immédiate. Mais aux yeux des puristes du parti, ce choix est perçu comme le comble du reniement, une trahison opportuniste pour conserver les privilèges et le confort des bureaux climatisés du pouvoir. Cette fracture intime est en train de paralyser totalement la majorité. En coulisses, une guerre de factions feutrée mais impitoyable a commencé. On compte les soutiens, on teste les loyautés, on dresse des listes de fidèles. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale ou lors des réunions politiques privées, l'atmosphère est devenue lourde, pesante, presque paranoïaque. On s'observe, on s'épie, on pèse chaque mot de peur d'être étiqueté dans le camp d'en face. La conséquence directe sur le pays est dramatique, l'action gouvernementale est prise en otage. Comment voulez-vous mener à bien les réformes systémiques promises au peuple quand votre propre majorité parlementaire se fissure en deux blocs qui se regardent en chiens de faïence? Les ministres hésitent à trancher par peur de déplaire à l'un ou à l'autre des deux chefs, et l'administration tourne au ralenti, suspendue aux arbitrages de cette guerre froide. Le parti, qui devait être le bouclier protecteur du régime et le moteur du changement, est devenu une poudrière. En refusant de trancher ouvertement pour ne pas provoquer d'implosion immédiate, la majorité s'enfonce dans une guerre d'usure destructrice. Le projet de rupture n'est plus porté par une vision commune, il est désormais suspendu au décompte des forces de deux hommes lancés dans une course de vitesse politique sans précédent. Nous y voilà. Le pouvoir est entré dans la tempête, les cabinets se déchirent, la majorité se fracture. Mais comment ce bras de fer au sommet de l'État va-t-il se terminer? En politique, l'immobilisme a une date de péremption. Face à ce blocage institutionnel qui asphyxie l'action publique, trois scénarios majeurs se dessinent désormais pour l'avenir du Sénégal. Et je vous le dis tout de suite, aucun d'entre eux n'est sans danger, aucun ne se fera sans d'immenses sacrifices politiques. Le premier scénario, c'est le statu quo toxique ou la guerre d'usure. C'est l'hypothèse où les deux hommes décident, par calcul ou par peur du vide, de sauver les apparences à tout prix pour éviter une déflagration immédiate. Ils continuent de cohabiter, ils se détestent en silence dans les couloirs du palais, mais feignent une unité de façade devant les caméras de télévision lors des grands rendez-vous nationaux. Le problème de ce scénario, c'est qu'il est mortel pour le pays. Un exécutif paralysé par la méfiance réciproque, c'est une économie qui s'effondre, des investisseurs qui fuient définitivement face à l'instabilité latente, et des réformes qui restent au point mort. C'est une lente agonie politique qui condamnerait le mandat de Bassirou Diomaye Faye à l'impuissance et décevrait profondément les attentes des citoyens. Le deuxième scénario, c'est la clarification brutale, le limogeage historique. C'est le choix de l'autorité suprême, la réaffirmation brutale de l'article 49 de la Constitution. Fatigué de voir sa légitimité contestée en coulisses et son action entravée, le président Bassirou Diomaye Faye décide d'utiliser ses pouvoirs constitutionnels pour démettre Ousmane Sonko de ses fonctions de Premier ministre. Ce serait un séisme politique d'une magnitude absolue. En faisant cela, le président s'affranchit définitivement de son mentor et prend les pleins pouvoirs. Mais il prend un risque colossal, celui de renvoyer Sonko dans l'opposition radicale, de briser le PASTEF en deux et de voir la rue s'embraser sous la colère des militants déçus qui considéreront ce geste comme la trahison ultime. Enfin, le troisième scénario, c'est la démission stratégique d'Ousmane Sonko. Conscient que le piège de la gouvernance et la réalité des chiffres économiques sont en train de ternir son image de marque de « puriste », le Premier ministre décide de claquer la porte de lui-même.
Il refuse de porter le chapeau des difficultés budgétaires et de la lenteur des réformes, en rejetant la faute sur l'entourage technocratique du président. En démissionnant, Sonko reprend sa liberté totale de parole, retrouve son costume d'opposant anti-système, se pose en martyr et commence à préparer sa propre candidature pour les échéances futures. Il laisserait alors le président Faye gouverner seul, mais privé de la base populaire et du bouclier militant qui l'ont porté au pouvoir. Qu'il s'agisse d'une guerre d'usure destructrice, d'un limogeage aux conséquences imprévisibles ou d'une démission théâtrale, une chose est désormais certaine, la marge d'erreur est égale à 0. Le mythe du duo parfait a définitivement vécu. Le Sénégal n'est plus face à une transition pacifique et unie, mais face à une lutte de pouvoir brute, froide et sans concession, où le moindre faux pas de l'un ou de l'autre peut faire basculer le pays tout entier vers l'inconnu. Alors, quel bilan tirer de cette situation inédite? En politique, les tragédies les plus prévisibles sont souvent celles qui font le plus de dégâts. La rupture entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye n'est pas seulement l'histoire de deux trajectoires personnelles qui s'éloignent, c'est la démonstration éclatante que l'exercice du pouvoir est un révélateur de vérité implacable. Ce qui s'est construit et consolidé dans la douleur des prisons, dans la ferveur des campagnes électorales et dans l'euphorie de la victoire n'a tout simplement pas résisté à l'épreuve du feu des réalités du palais présidentiel. Le projet de rupture, qui avait suscité un espoir immense et historique chez des millions de citoyens, se retrouve aujourd'hui pris en otage par cette guerre des chefs. Le grand paradoxe de cette histoire, c'est que l'ancien régime n'a pas eu besoin de saboter le nouveau pouvoir, le sommet de l'État s'est fragilisé de l'intérieur, victime de ses propres contradictions institutionnelles et idéologiques. La tempête est là, elle est violente, et le constat est désormais incontestable, le capitaine et son second ne regardent plus dans la même direction. Reste à savoir si le navire Sénégal, au milieu de ces vagues politiques et économiques tumultueuses, réussira à maintenir son cap et à traverser la crise sans chavirer. Les semaines qui arrivent ne seront pas seulement décisives pour le mandat de ces deux hommes, elles le seront pour l'avenir et la stabilité de toute la nation. C'est la fin de ce décryptage intensif. Maintenant, la parole est à vous. Et je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous estimez que le président Bassirou Diomaye Faye a raison d'affirmer son autorité face à son Premier ministre pour préserver l'État? Ou au contraire, pensez-vous qu'Ousmane Sonko est la vraie victime de cette histoire et qu'il défend la rupture promise? Le débat s'annonce bouillant, alors descendez dans la section commentaires et donnez-moi vos meilleurs arguments. Je lis tout le monde. Et pour nous soutenir concrètement, vous connaissez la chanson, explosez-moi ce bouton j'aime pour aider au référencement de cette analyse, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochains séismes politiques que nous allons décrypter ici, et activez la petite cloche. Partagez massivement cette vidéo pour éclairer le débat autour de vous. Prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour le prochain décryptage. Ciao!